Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence de presse de la MACSF. Tout d'abord, je vous adresse mes meilleurs vœux pour 2023. Je vous souhaite une année pleine de belles actualités, riches et passionnantes. Et puis nous espérons vous apporter aujourd'hui un beau sujet en vous annonçant les performances de l'assurance vie de la MACSF. Donc le déroulement de cette conférence de presse se fera en 4 parties. Une partie sur le contexte financier, une partie sur le fonds en euros, les unités de compte et puis la stratégie d'investissement responsable. Donc sur un plan pratique, je vous propose de garder vos questions pour la fin des présentations. Toutefois, s'il y avait des points à clarifier, on pourrait prendre une question entre chacune des parties. Nous allons donc commencer tout de suite à vous parler du contexte financier avec sur le plateau Stéphane Dessirier, directeur général de la MACSF, et Guillaume Rosenval, directeur général de MACSF Épargne Retraite. Donc Stéphane, je vous laisse la parole tout de suite. Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de voir qu'il y a beaucoup de monde pour cette présentation. J'en profite pour vous souhaiter moi aussi mes meilleurs vœux en espérant que l'année 2023 sera plus apaisée et plus sereine que l'année 2022, même si ces premiers jours montrent que ça chahute encore pas mal sur les marchés. Donc une année 2022 qui était une annus horribilis, alors comme me le soufflait Guillaume, parce que c'est l'année du décès de la reine d'Angleterre, évidemment, mais pas que. Il y a eu aussi des événements tragiques comme la guerre en Ukraine, la poursuite du confinement dû au Covid en Chine, tout ça ayant amené une inflation qu'on n'avait pas connue depuis 40 ans. Et puis, corrélativement, une baisse de toutes les classes d'actifs, ce qui n'arrive jamais, puisque on a eu un mini-crack obligataire avec 300 points de hausse des taux, et puis des marchés actions qui ont très sérieusement dévissé. Alors moins en France, puisque le CAC 40 finit, je crois, à moins 9,5, sans doute du fait aussi de la pondération d'entreprises comme Total dans le CAC 40, mais quand on regarde le Nasdaq, c'est moins 33. Donc toutes les places ont très sérieusement dévissé. Donc une année très très compliquée sur le plan financier. Néanmoins, nous avons toujours, dans ces contextes et dans le contexte de taux bas également, défendu l'intérêt du fonds euro. On pense que ce fonds euro, c'est le socle d'une épargne de long terme. Vous savez qu'on avait fait des propositions quand les taux étaient très bas pour permettre justement à ce fonds euro de perdurer. La remontée des taux change fondamentalement la donne, mais on le verra particulièrement cette année. Ce fonds euro, c'est vraiment l'amortisseur en cas de crise. Et c'est aussi pour nous la base de la diversification d'un contrat d'épargne. Et c'est ce qui permet d'aller justement chercher du supplément de performance à travers notamment les UC. Mais c'est d'autant plus facile de le faire quand vous avez un socle garanti pour une bonne partie de votre épargne. Et puis ce fonds euro, quoi qu'on en dise, il est massivement investi dans l'économie et dans les entreprises. Si on prend le marché global, le fonds euro, c'est à peu près 1800 milliards. Et sur ces 1800 milliards, les assureurs investissent à hauteur de 60% dans les entreprises. Pour la MACSF, c'est plutôt 80%. Alors, on va pas faire durer plus longtemps que ça le suspense. Quel est le taux de rendement du fonds euro cette année pour la MACSF? Eh bien, c'est 2,50. 2,50 qui, encore une fois, se compare à un marché qui, cette année, selon les estimations, se situera entre 1,60 et 2. Donc, c'est pour ça qu'on vous a fait figurer ce 1,80. Donc 2,50, c'est une performance notable et c'est une performance qui nous permet quelque part
de confirmer le discours que l'on tient maintenant depuis un moment sur la capacité du fonds euro à délivrer des performances significatives. Alors comment on a fait ces 2,50 ? Je ne vais pas spoiler la présentation des financiers, mais simplement vous donner quelques éléments de composition de ces 2,50. Vous voyez que cette année, c'est assez particulier, puisque on a dans ces 2,50 1,37 lié aux obligations à taux fixe, si on prend les grandes masses. Et puis, on a une performance tout à fait exceptionnelle sur les actions non cotées, puisque ces actions non cotées, elles contribuent à hauteur de 1,09 à la performance des 2,50. Voilà globalement ce que je voulais vous dire sur la performance du fonds euro MACSF en 2022, donc 2,50. Voilà. Et je passe la parole à Guillaume qui va vous parler plus spécifiquement de l'activité assurance vie. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, l'activité assurance vie en 2022 à la MACSF a repris une dynamique extrêmement positive et régulière, je dirais. On est revenu, vous le voyez sur le chiffre de collecte, on est revenu dans une croissance par rapport aux années de 2018-2019, après des années 2020 et 2021 qui avaient été chahutées avec un rattrapage sur 2021, mais globalement 2 années chahutées. Donc nous avons fait une superbe collecte de plus d'1,4 milliard qui est parmi les plus élevés historiques que nous ayons jamais faites. Donc ça porte notre encours à plus de 27 milliards d'euros. Et nous avons une belle progression également du nombre de contrats. Et donc, vous voyez en vert les contrats d'assurance vie, et en rouge vif et rouge pâle les contrats de retraite, et enfin rouge pâle ou en rose d'ailleurs. Et donc, vous voyez qu'on a à la fois une croissance de notre portefeuille assurance vie et une forte croissance de notre portefeuille retraite, portée bien sûr par les PER. Dont nous avons fait sur l'année plus de 17 000 plans d'épargne retraite, et on a un portefeuille maintenant qui dépasse les 60 000 contrats en PER. Donc on est toujours un des premiers acteurs sur le PER individuel. Alors, comment faisons-nous tout ça? Alors déjà, bon, on fait tout ça grâce à nos adhérents qui nous font confiance, et j'espère qu'ils ont raison, je le pense. Et on fait tout ça aussi avec un effort commercial que nous avons vraiment renforcé. On vous l'avait annoncé et nous l'avons fait. Et, en particulier, nous avons plus que doublé notre corps de conseillers patrimoniaux en 2 ans. Donc nous avons aujourd'hui 72 conseillers patrimoniaux. Et donc avec un conseil vraiment extrêmement personnalisé, des analyses patrimoniales et une offre qui va d'ailleurs au-delà de l'assurance vie, en particulier vers des offres immobilières. On fait toujours ça avec une qualité de conseil et une transparence. Alors j'ai écrit reconnu parce que on se félicite, et j'en profite pour remercier Challenge d'avoir eu l'initiative de faire une étude mystère avec des clients mystères sur la qualité du conseil. En fait, on était habitué à être sur les podiums pour la qualité des produits, et là, on a l'énorme satisfaction d'être sur le podium sur la qualité du conseil et sur la qualité et sur notre transparence et sur la qualité de notre dispositif cross-canal, en fait, sur la cohérence entre nos différents canaux et le bon accompagnement entre les différents canaux de nos sociétaires. Donc on est très satisfait de que ça a pu être vérifié.
Et puis enfin, nous accompagnons nos sociétaires. Maintenant, la conjoncture le permet, avec des frais sur versement à 0% sur nos contrats, y compris sur le fonds en euros. Ce qui a facilité clairement les versements sur l'année 2022 et nous continuons sur 2023 en pensant que nos sociétaires seront particulièrement motivés par notre niveau de taux servi, le potentiel que vous allez voir avec les financiers de rendement futur, étant donné la rapidité de rotation de notre portefeuille obligataire, et puis notre réserve de participation aux bénéfices, qui non seulement n'a pas été touchée, mais même que, vous l'avez peut-être entrevu tout à l'heure dans le graphe précédent, nous avons légèrement doté, considérant que nous avons fait quand même des revenus exceptionnels sur nos côtés et qu'il était raisonnable d'en doter une partie. Merci Stéphane, merci Guillaume, on vous retrouve tout à l'heure. Vont venir me rejoindre Roger Cagnard et Éric Dubos, directeur financier, et Éric Bertrand, directeur immobilier. Alors je profite de ce petit changement pour vous préciser que vous recevrez le communiqué et l'ensemble du slideshow, même complété avec des commentaires, à 10h30 dès la fin de la conférence. On est passé au zéro papier, donc vous recevrez tout ça sur votre mail. Donc messieurs, vous allez traiter de cette partie sur le fonds en euros pour nous expliquer les excellentes performances de 2022. Donc Éric Dubos. Je commence. Voilà. Merci. Bonjour, et puis je vous présente mes meilleurs voeux pour cette année. Je vous tourne un peu le dos, je suis désolé. Pour revenir sur les marchés, le fait marquant est largement la hausse hors norme de l'inflation et des taux. Et 2022 restera dans l'histoire économique en tout cas, comme l'année du retour en force de l'inflation et qui a obligé les banques centrales à remonter ou à avoir des politiques monétaires très très restrictives. Pour illustrer mes propos, je vous ai mis deux graphiques très simples. Vous avez à gauche les États-Unis, à droite la zone euro. En rouge, vous avez le niveau d'inflation et en vert, vous avez les taux directeurs. Et sur une période très longue, je trouvais que c'était assez intéressant d'avoir un peu cet horizon. Et vous voyez que sur l'année 2022, l'inflation était très importante, là Stéphane l'a souligné. Les taux sont remontés très vite, très fort. Et on peut se poser la question par rapport aux années 70-80 où il a fallu remonter plus les taux que le niveau d'inflation pour arriver à la juguler. Là, cette période, la 2022, pour l'instant, les banques centrales maintiennent des politiques toujours assez restrictives. D'ailleurs, les cibles, sur 2023, les banques centrales disent qu'elles vont encore remonter les taux, avec une cible de la BCE autour de 3,5%. Et sur la Fed, on peut penser 5,5. Mais donc ces hausses de taux permettent pour l'instant de juguler un peu l'inflation. En tout cas, elle rebaisse, que ce soit aux États-Unis ou dans la zone euro. Et la question pour 2023 est la vitesse de baisse de cette inflation qui impactera forcément les politiques. Voilà. Et puis le point aussi, c'est que ces hausses de taux touchent la croissance. Et 2023, on rentrera certainement en récession. Beaucoup disent que ce sera une récession légère, mais en tout cas, on aura au mieux une stagnation et avec une inflation toujours assez importante. Donc, cette hausse des taux, ça a engendré un krach obligataire très important. On n'avait jamais vu ça sur les marchés. Stéphane l'a souligné, c'est des hausses de taux de plus de 300 points de base depuis le début de l'année. Aujourd'hui, on a un 10 ans qui est autour de... Parce qu'il se passe encore là. Aujourd'hui, donc, on a un taux 10 ans autour de 3%. L'autre point important à noter aussi, c'est que cette hausse des taux s'est faite sur toute la courbe. Donc, vous avez un aplatissement net des taux. Et puis, à droite, vous avez les spreads, là aussi sur longue période. Et vous voyez que les spreads se sont tendus aussi de manière très forte, donc les primes de risque. Ce qui nous a permis d'obtenir sur le marché obligataire une rémunération beaucoup plus juste du risque qu'on avait toutes ces dernières années. Voilà, je souligne aussi que le taux de défaut sur 2022 est resté très faible,
Ça, c'est important. Je pense qu'en 2023, il devrait quand même légèrement augmenter. Le slide suivant, qui ne fonctionne pas. Ah si, ça y est. Là aussi, Stéphane l'a souligné, c'est sur toutes les classes d'actifs que les performances sont négatives. On a une corrélation parfaite des actifs. Là, vous avez l'illustration donc sur 2022. Hormis l'argent et puis le pétrole, tout est négatif. Et surtout, notez bien que sur les obligations, vous voyez qu'on a des performances entre moins 15 et moins 20. Ça aussi, c'est historique. On n'a jamais vu de telle sous-performance de la classe obligataire. Puis après, vous avez les actions. Alors, cette remontée des taux, pour nous, est une très très belle opportunité pour réinvestir sur des taux supérieurs à ce qu'on a connu toutes ces dernières années. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Moi, c'est mon message de cette année, de cette conférence. C'est vraiment c'est une opportunité d'investir. On a des portefeuilles très courts en termes de duration, ce qui nous permet de renouveler rapidement notre stock. 2022, on a quand même eu un taux d'achat à 3,05. Là aussi, ça faisait des années qu'on n'avait pas vu un tel taux de rendement. Et surtout, vous voyez que sur les petites bulles, on est revenu sur les emprunts d'État, chose qu'on n'avait pas fait depuis au moins 10 ans. Donc ces hausses de taux offrent encore une fois des opportunités pour le portefeuille. Donc ça se traduit aussi par une sécurisation de nos portefeuilles. On a 91% maintenant des obligations en investment grade. On était en dessous de 90% en 2021. Il n'y a pas eu de dégradation des notations et on a un rating moyen de A-. À droite, vous avez la répartition. Par secteur, vous voyez qu'on est toujours très corporate. Et ça nous différencie beaucoup de nos concurrents. Et notre poche État ne représente que 14%. C'est celle-là qu'on doit faire grossir. Et sur les ratings, vous voyez qu'on a quand même très peu, on a beaucoup de notations au-dessus du triple B. Enfin, un mot sur l'intégration des critères ESG en 2022. Là, on continue à développer toute notre ISR. Il y a sur nos 3 leviers d'action, donc l'intégration, les exclusions et puis l'accompagnement des émetteurs. Je ne vais pas insister longtemps là-dessus parce que Anne-Sophie fera un point particulier. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que notre poche d'investissement responsable a augmenté de plus de 40%. Et puis, on a fait appel maintenant à 2 nouveaux prestataires, Sustainalytics et Carbon 4, que vous devez connaître, qui nous permettent d'analyser nos portefeuilles. Enfin, pour passer la parole à Roger, on a toujours, au-delà de l'obligataire, une forte diversification de nos investissements sur d'autres classes d'actifs. Et c'est pour ça que Roger va prendre la parole et après Eric. Merci. Bien, bonjour à tous. On va commencer directement par un focus sur la deuxième classe d'actifs du groupe, puisqu'on a une particularité à la MACSF, c'est que la deuxième classe d'actifs, après les obligations à taux fixe, c'est nos investissements dans le non coté. Donc vous l'avez sur ce graphique et vous voyez que ça représente 11,65% des actifs. Donc pour ce qui est de cette année, on a pu réaliser de belles plus-values dans le non-coté. Donc on vous a mis quelques exemples des opérations de sortie qui ont permis de générer des plus-values importantes et qui viennent, c'est ce que Stéphane a présenté tout à l'heure, doper très significativement le taux de rendement financier et par conséquent le taux de rendement servi à nos assurés. On a également poursuivi nos investissements, je vous ai mis quelques exemples. Donc c'est vraiment une activité qui est menée à long terme, ça fait longtemps qu'on fait de l'investissement dans le non-coté. On a des sorties, mais on essaye toujours d'accompagner aussi des dossiers prometteurs pour continuer de bénéficier de ces investissements dans le non-coté. Oui, ça marche pas très bien. Il faut que tu reviennes en arrière. Alors je vais faire marche arrière et marche avant, peut-être ça va mieux marcher, toc, toc. Et toc, ça marche. Donc, comme vous le savez, on a aussi une particularité dans nos investissements dans le non-coté. On a pas mal d'investissements dans le secteur de la santé. Donc, je vous ai remis les logos des sociétés concernées avec les plus importantes qui sont côté gauche du graphique, en particulier tout ce qui est accompagnement du groupe Vivalto depuis l'origine. Enfin, un petit focus sur une plus-value à caractère exceptionnel cette année, parce que vous avez peut-être vu qu'on est sorti de Château-Lascombe, on est devenu un actionnaire minoritaire aux côtés de Gellon Lawrence quand on a pris le contrôle. Et bien évidemment, à cette occasion, ça nous a permis de réaliser une belle plus-value qui vient s'additionner à tout ce qu'on a dans le non-coté. Je vais refaire la manœuvre marche arrière, marche avant, ça marche pas mal comme ça et ça permet de passer à l'immobilier. Parfait, merci Roger. Bonjour à toutes, bonjour à tous.
dans la salle et puis à distance. Donc l'immobilier représente effectivement un peu moins de 7% des actifs du fonds. Si on doit résumer en fait l'année 2022, en fait l'immobilier a joué son rôle. En fait, c'est un rôle d'amortisseur qui est confirmé. Avec d'une part des loyers qui ont été revalorisés bénéficiant de l'indexation à la hausse, et puis des valeurs d'expertise globalement maintenues grâce à une stratégie d'actifs, une stratégie en fait qui a privilégié la centralité, la qualité de nos investissements. Si on rentre un tout petit peu plus dans le détail, l'immobilier représente un peu plus de 2 milliards d'actifs sous gestion. Il y a à peu près 85% qui sont aujourd'hui investis dans l'actif général de MSSF Épargne Retraite. Et si on en fait une décomposition un tout petit peu plus fine, en fait, on détient aujourd'hui 90 actifs en direct. Nous disposons de 13 participations dans des fonds non cotés ainsi que 2 participations dans des SCPI. Si on s'arrête un instant sur l'immobilier direct, aujourd'hui, en fait, c'est majoritairement de l'immobilier tertiaire, c'est du bureau, mais c'est aussi un mix en fait entre le bureau, le résidentiel et le résidentiel géré. Et c'est en fait cette, on va dire, potion qui a permis avec la qualité et la centralité, d'avoir finalement un portefeuille qui, sur l'année 2022, est resté assez stable. Nous avons mis l'année à profit en fait pour céder une partie de ces actifs dans le cadre de la rotation classique en fait de notre portefeuille, ce qui nous amène en fait à baisser un tout petit peu l'exposition que nous avons sur la part des bureaux. En effet, en 2022, nous avons arbitré un peu plus de 19 000 mètres carrés sur l'ensemble de la France, hein, comme vous pouvez le voir, Saint-Herblain, Montreuil, Nanterre, Mulhouse. Ce qui est surtout intéressant de noter en fait, dans cette activité d'arbitrage, c'est que nous l'avons menée en fait, sur l'ensemble de l'année. En fait, hein, il y a des opérations qui ont été cédées en juin et jusqu'en décembre. Donc nous n'avons pas trop souffert finalement de la remontée des taux sur cette activité, puisque toutes les opérations attendues ont été menées à terme et ont été cédées avec des valeurs supérieures en fait, aux valeurs d'expertise. En parallèle en fait, des arbitrages, nous avons fait également quelques petits investissements. Une maison à Colombes en fait, dans le cadre d'une opération d'habitat inclusif avec une association. Nous avons augmenté notre exposition dans les fonds de santé et demain nous réceptionnons une opération importante sur la commune de Versailles avec une résidence service senior de logement libre, et puis nous devrions dans les jours qui viennent également annoncer une opération dans Paris. Tout ceci porte la part à 30% la part de l'immobilier dans nos actifs qui sont liés à la santé et à l'éducation. Eric en parlait, il y a effectivement un travail de fond qui est mené, qui va être développé par Anne-Sophie sur la partie ESG. Moi, je juste voulais, pour terminer, illustrer en fait quelques actions concrètes que nous avons menées en 2022, à la fois dans notre politique d'achat responsable, dans l'utilisation de matériaux en réemploi ou en fait en circuit court, dans le cadre d'opérations de marketing suite que nous avons réalisées. Et puis nous avons également mis en place un partenariat avec la Croix-Rouge française pour la mise à disposition d'appartements pour les étudiants réfugiés ukrainiens qui souhaitent continuer leurs études pendant la période de guerre. Et puis nous avons affecté la maison acquise à Colombes dans le cadre d'un bail solidaire à une association qui s'appelle Fratrise et qui a vocation à accueillir des jeunes travailleurs pour moitié porteurs de handicap. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui au titre de l'immobilier sur 2022. Merci Eric et Eric. Donc Roger Cagnard reste avec nous pour nous présenter la partie suivante qui concerne les profils de gestion et les unités de compte. Donc Roger, à toi la parole.
C'est parti. Donc on va partir sur les profils pour commencer. Donc évidemment, on est dans une année qui n'a pas été très favorable sur le plan financier. Donc les résultats que vous avez là, on les commente. On vous fait un petit bilan 2022. Donc vous noterez qu'on a toujours communiqué sur les performances de nos profils. On est une des rares compagnies d'assurance à donner toujours les performances de nos profils dans la durée. Donc vous retrouvez la performance du fonds en euros, bien évidemment, à 2,5. Le profil Sérénité, qui est le profil le plus sécurisé, qui est à moins 0,49, et puis équilibre à moins de 4,88 et dynamique à moins 9,76. On vous a rappelé les performances de 2021, de 2020, et puis on a surtout voulu souligner la performance par an sur 10 ans, parce qu'on est dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, on n'est pas sur de l'investissement de court terme, et on retrouve bien sur plus long terme une hiérarchie qui correspond au niveau de risque que vont prendre nos assurés. On vous a mis également, donc je vais faire une petite marche arrière, marche avant, c'est le seul moyen de faire fonctionner la zapette. Donc on vous a mis également le bilan des performances de tous nos supports dans notre gamme en unité de compte. Donc ce que vous voyez, bien évidemment, c'est un peu l'inverse de l'année dernière. L'année dernière, on avait beaucoup de vert, plein de beaux chiffres de progression à commenter. Là, dans notre gamme, vous retrouvez pas mal de rouge. C'est le reflet du contexte financier difficile. Pour autant, on a quelques exemples qui sont plus favorables, en particulier avec des supports que je vais vous commenter juste après. Donc dans les supports qui ont très bien performé, hop, on refait la manœuvre. Vous avez DWS Top Dividende. On a une particularité sur ce fonds, c'est le plus gros fonds action de notre gamme. C'est un fonds action très défensif. Et cette année, c'est vraiment très particulier pour un fonds action. Il affiche une performance positive. Alors ça vient d'où ? Ce graphique est là pour vous l'illustrer. C'est un fonds qui est en gros sur des valeurs de croissance avec des gros dividendes en progression sur la durée. Vous avez ici l'illustration de ce que ça veut dire en termes de performance à long terme et la part en fait du dividende dans la performance globale d'un portefeuille action. Donc on voit que ça contribue très très largement. Là c'est illustré assez simplement avec la comparaison entre le CAC uniquement en niveau et le CAC avec les dividendes réinvestis. Et sur notre support DWS Top Dividende, on a une performance cette année à plus 0,51 contre un indice des valeurs mondiales qui est plutôt à moins 13. Donc on voit que ça fonctionne très bien d'avoir un fonds action défensif dans la gamme. On souligne également le fait qu'on avait lancé un fonds qui s'appelle le Tikeo Financement Entreprise, qui lui a une progression extrêmement régulière. Là, on est sur de l'investissement dans le non coté, dans la dette non cotée, avec du rendement. Et c'est une très belle collecte, c'est un grand succès, c'est une performance régulière, ça rassure nos assurés, ça nous rassure nous aussi, et puis ça permet de participer véritablement au financement de l'économie réelle, puisque derrière ça, on a un gros portefeuille d'ETI, essentiellement française. Là, je vous ai mis une petite illustration sur une carte d'entreprises qui sont financées à travers ce fonds, avec des petits points dans les différentes géographies de notre pays. On a également annoncé le lancement au mois de décembre d'un support qui est un peu un support opportuniste. Donc on vient de vous expliquer que les taux avaient pas mal remonté. On en bénéficie sur la partie investissement obligataire. On a aussi voulu en faire bénéficier directement nos assurés à travers une solution d'unité de compte qu'on a montée rapidement avec les équipes de Guillaume, et on a mis en place en fait un fonds tout simple, un fonds à échéance, et ce fonds à échéance, il est possible de le souscrire pendant une période de 3 mois qui a commencé le 13 décembre 2022, qui s'achèvera le 13 mars 2023 et qui permet à nos assurés d'embarquer un taux net de frais d'environ 4,10%. Donc il nous semble que c'est une belle proposition de valeur pour avoir un placement régulier jusqu'à 2028. L'illustration, c'est que bien évidemment, il peut y avoir quelques fluctuations sur la valeur de l'unité de compte sur la période, mais qu'en la détenant jusqu'au bout, l'assuré réalisera une performance nette d'environ 4,10%. Voilà, et le tout en mettant en constituant un portefeuille avec des émetteurs qui sont des émetteurs de premier ordre reconnus. On n'est pas sur de l'emprunt d'État, mais enfin on est sur des entreprises. Je vous ai mis quelques exemples là de la façon dont on peut constituer ce type de portefeuille, et vous voyez qu'on retrouve des entreprises qui sont vraiment des entreprises reconnues et de premier ordre. Je passe maintenant la parole. Merci Roger. Donc Anne-Sophie, pour la partie sur les investissements responsables. Oui. Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées, quelques questions qui sont arrivées sur la conversation Teams. Donc, on les prendra peut-être par la suite parce qu'il y en a plusieurs qui concernent le fonds en euros. Donc, à toi. Alors, bonjour à tous. Donc, le fonds en euros du groupe MACSF, c'est à la fois un fonds en euros performant, mais aussi géré de manière responsable. Donc, j'imagine que c'est sur... Là.
En tant qu'acteurs engagés, nous suivons 3 grands principes qui sont aussi des atouts. Nous sommes très transparents, nous sommes un investisseur indépendant et on est aussi un investisseur cohérent. Alors nous sommes transparents, ce que disait Roger, on publie nos performances, on publie nos frais, on publie trimestriellement sur notre site internet tous les engagements que nous prenons dans le cadre de notre politique d'investissement responsable. Nous sommes un investisseur indépendant parce que il n'y a aucune relation commerciale qui peut impacter notre politique d'investissement ou même nos recommandations d'investissement. Et enfin, nous sommes un investisseur cohérent car nous investissons massivement et toujours plus chaque année dans le secteur de la santé et on s'engage auprès de start-up e-santé chaque année. Sur le fonds en euros, voilà, nous avons pris différents objectifs en faveur du climat et de la biodiversité. Sur la trésorerie du groupe, nous investissons 100% de la trésorerie sur des fonds qui intègrent des critères ESG, donc environnementaux, sociaux et de gouvernance. Nous avons pris comme objectif d'augmenter l'encours d'obligations responsables à 3 milliards d'euros sur l'année 2023. Donc les obligations responsables, ce sont des obligations dont l'utilisation des ressources répondent à au moins un des objectifs de développement durable des Nations Unies. Nous avons aussi été plus transparents sur notre impact en termes de biodiversité en publiant une mesure de double matérialité, ce qui nous permet d'avoir à la fois l'impact du groupe MACSF sur la biodiversité, mais aussi l'impact d'une perte de biodiversité sur nos investissements. Et dans cette logique d'intégration des critères environnementaux, nous avons pris des portefeuilles d'investissement, nous avons pris un engagement fort sur l'empreinte carbone du portefeuille, en s'engageant à la diminuer de 25% à horizon 2025. Et sur les 3 scopes, parce que l'empreinte carbone, vous avez beaucoup d'acteurs qui s'engagent sur les 2 scopes de l'empreinte carbone. Là, c'est vraiment un engagement sur les 3 scopes, sur l'activité complète d'une entreprise. Même si ce sont des objectifs ambitieux, nous sommes assez confiants quant à la tenue de ces objectifs, à l'image de ce que nous avons fait sur le charbon. Et aujourd'hui, on peut afficher ce chiffre où effectivement, à 98% des investissements du groupe qui ont une part nulle dans les activités liées au charbon. Ceux qui restent, ils ont une part vraiment minime encore en portefeuille dans le charbon, mais ce sont des entreprises qui ont aussi rejoint l'initiative SBT, qui est un acteur indépendant qui valide leur trajectoire de diminution d'empreinte carbone. Parce que nous avons toujours cet objectif d'accompagner les entreprises dans la transition énergétique et nous, en tant qu'investisseurs institutionnels, financer cette transition. Et aussi, nous sommes un acteur très présent dans le monde de la santé, ce qui a été évoqué. Chaque année, nous investissons toujours plus dans le secteur de la santé, que ce soit au travers des participations, que ce soit au travers de fonds partenaires, ou en s'engageant auprès de start-up e-santé. Donc cette politique d'investissement responsable que nous tenons sur le fonds en euros, nous la déclinons aussi sur les unités de compte en publiant la classification SFDR de l'ensemble de notre gamme. Donc SFDR, c'est une classification qui classe les fonds en 3 catégories. Donc ce qu'on appelle les fonds article 6, donc ça c'est la catégorie classique où tous les fonds intègrent cette catégorie. Si les fonds font la promotion de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, ils peuvent s'afficher article 8. Et si les fonds arrivent à démontrer qu'ils ont un impact positif sur l'environnement ou la société, ils sont dans ce cas-là classés d'article 9. Aujourd'hui, le groupe MACSF a une gamme qui est composée de plus de 95% d'unités de compte, soit minimum article 8, donc soit article 8, soit article 9. Et l'objectif pour l'année 2023, c'est d'avoir une gamme 100% minimum article 8, que ce soit en unité de compte, mais aussi classifier le fonds en euros article 8 au sens de cette nouvelle réglementation européenne. Merci Anne-Sophie. Je n'ai pas précisé tout à l'heure que les fonctions c'était responsable durabilité au sein du groupe et que tu es également gérante de portefeuille au sein de la direction financière. Donc on va passer maintenant à la partie des questions.
Donc j'appelle Stéphane Dessirier et Guillaume Rosenwald à venir nous rejoindre sur le plateau. Et puis, écoutez, un micro va circuler parmi vous, donc vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut ouvrir le feu? Oui. Donc, Carole Monet, journaliste Le Revenu. J'ai une question sur la provision pour participation aux bénéfices. Vous l'avez dotée, c'est ça? Vous n'avez pas pioché dedans cette année? Vous l'avez encore dotée? Oui. Alors, oui, absolument. Nous l'avons encore dotée légèrement, en fait, donc de 0,12 points. Alors pourquoi avons-nous décidé de la doter légèrement et de ne pas distribuer tout de suite? Parce que nous avons réalisé, Roger l'a dit tout à l'heure, beaucoup de plus-values sur le non-coté. On a considéré que cette réalisation avait quand même un caractère sensiblement exceptionnel et qu'il était raisonnable de ne pas tout distribuer tout de suite de cette réalisation. Alors effectivement, dans la conjoncture actuelle, ça sera certainement atypique par rapport à d'autres acteurs du marché. Non seulement nous pouvons servir à un excellent taux, mais nous avons même légèrement noté la participation aux bénéfices. Et donc, ce n'est pas du tout parce qu'on veut la garder en réserve éternellement, c'est parce qu'on a bien l'intention de la distribuer dans les années prochaines. Bonjour, Éric Tréguier, Challenge. Bravo pour ce taux de 2,50, très beau taux. Comment est-ce que vous expliquez, puisque vous occupez de plus en plus de conseils en gestion de patrimoine, comment est-ce que vous expliquez aux épargnants que malgré ces bons taux, ils vont perdre de l'argent sur leur épargne, puisque on a une inflation qui grignote largement ces 2,50 quand on a du 5,9 ou même du 6. On va déterminer ça bientôt, mais 6% d'inflation, comment est-ce qu'on explique qu'avec 2%, on doit être content? Alors, je ne sais pas si on doit être content. Le problème, c'est plutôt l'alternative. Est-ce qu'il y a une alternative au fonds euro et est-ce qu'il y a des classes d'actifs qui performent plus que le fonds euro et qui permettent à l'épargnant d'investir pour limiter les conséquences de l'inflation? Vous avez vu que ce qui s'est passé sur les marchés cette année, c'est une année épouvantable et toutes les classes d'actifs sont à la cave. Donc ceux qui ont investi en UC, même avec des UC plutôt bien choisies et plutôt performantes, la performance est quand même autour de moins 15, quand c'est pas moins 20 ou moins 30. Donc aujourd'hui, le fonds euro, avec ses 2,50, certes, il ne bat pas l'inflation, mais c'est juste impossible de battre l'inflation dans un contexte comme celui-là. Mais il est cependant une source de sécurisation de l'épargne et même de confortement de cette épargne, parce que 2,5%, c'est plus que le livret A en 2022. Hein. Et le livret A, encore une fois, c'est 22 000 euros. Donc nos épargnants constituent cette épargne en vue de leur retraite et avec des montants moyens qui sont plutôt autour de 60 000 euros. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Sinon, on peut peut-être prendre une question en ligne. Comment conciliez-vous autant de non-cotés dans l'actif en euros avec les contraintes de solvabilité? Excellente question. Donc effectivement, pour avoir beaucoup de non-cotés, d'une part, pour aussi prendre pas mal d'obligations corporate, donc pour prendre du spread dans le jargon des financiers, il faut avoir en face des fonds propres. Et donc c'est effectivement une caractéristique ancienne du groupe MACSF, et en particulier de MACSF Épargne Retraite, de toujours avoir favorisé une solidité du groupe, mais une solidité du groupe dans l'intérêt de nos sociétaires, dans l'intérêt de nos adhérents. Donc c'est bien ce qui nous permet de prendre des risques sur l'actif et de servir de tels rendements régulièrement et de battre le marché aussi régulièrement. La bonne illustration, c'est notre gap de duration. La protection qu'on a voulu assurer contre cette remontée des taux, c'est d'avoir une duration très courte. On a une duration moyenne autour de 4 ans,
alors que notre passif est plutôt une duration autour de 15 ans ou 12 ans. En solvabilité, c'est un peu plus faible, mais enfin, elle est bien supérieure. Ouais, en sensibilité, je veux dire. Donc ça a un coût très, très certain en solva, hein, puisque quand vous avez ce gap de duration, il faut le payer. Néanmoins, on voit qu'aujourd'hui, c'est un pari gagnant, puisque on va profiter très très rapidement de cette remontée des taux, avec une rotation très forte de notre portefeuille, même si, encore une fois, ce choix, cette décision, elle nous a coûté très cher en Solva 2 dans la période de taux bas, quoi. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Oui. Oui, bonjour, Aurélie Fardeau. J'avais une question sur les profils. J'aimerais savoir quels sont les profils les plus choisis par les épargnants. Est-ce que ça évolue? Parce qu'on voit que le profil le plus défensif a quand même perdu de l'argent l'année dernière, que sur 10 ans, j'ai vu les chiffres rapidement, mais ça me semblait assez proche finalement entre le profil le plus défensif et le profil équilibré. Alors quel choix font vos clients? Alors le choix vraiment majeur, c'est le profil sérénité. Donc le profil sérénité, pour rappel, à 35% d'unités de compte très diversifiées et 65% de fonds en euros. Donc, c'est vraiment le choix majeur de nos adhérents. Les profils équilibre et dynamique sont beaucoup moins choisis. Beaucoup de nos adhérents ayant des encours importants, des possibilités de prise de risque sont aussi sur le profil en profil libre en choisissant avec le conseil de notre réseau de conseillers patrimoniaux. Le profil libre ouvre aussi l'accès à un certain nombre d'unités de compte que nous ne pouvons pas mettre dans les profils dans DIFIX, en particulier, on a eu un bon exemple, un profil à horizon, ça peut pas se mettre, ça ne peut être qu'en profil libre, ainsi que Tikeo, enfin l'unité de compte de dette privée. Donc pour profiter de toutes ces innovations, on a nos adhérents les plus aisés principalement, mais aussi quelques autres qui vont également en profil libre. En gros, on a quasiment la moitié du sociétariat sur le profil sérénité, en fait. Enfin, dans les nouvelles souscriptions, parce que le profil sérénité est relativement récent. On a reconstitué sa performance sur le passé. On en a à peu près 40% en profil libre, et puis le reste sur les deux profils plus risqués. Néanmoins, enfin, vous l'avez quand même vu, la hiérarchie des rendements est respectée. C'est-à-dire que le fonds euro fait moins bien que le profil sérénité, qui fait moins bien que le profil équilibre, qui fait moins bien que le profil dynamique. Donc sur 10 ans, on voit quand même que cette diversification, même si l'écart n'est pas très important, vous avez raison, marque des points. Ça ne vaudrait pas le coup d'inciter à monter un petit peu en prise de risque, surtout dans le contexte actuel? Enfin, il faudrait être devin pour inciter. Effectivement, et puis ça serait inadéquat, à mon avis, d'inciter l'ensemble de nos adhérents. Ça dépend vraiment de chaque situation particulière, et ce conseil-là, on l'apporte par notre réseau à chacun, en fait. Effectivement, pour ceux qui ont le plus de possibilités de prise de risque, le contexte actuel, peut-être un moment de réinvestissement, en particulier en actions, sur les petites et moyennes capitalisations. On a une unité de compte qui est spécialisée là-dessus. Ça peut être opportun. Après ça, nous, on n'est pas plus devin que tout le monde, et on n'est pas capable de donner l'évolution de ces marchés-là avec certitude dans les mois qui viennent. Alors, on a une question sur le PER, le taux de rendement du fonds en euros du PER, et d'autre part, la part du C dans le PER. Et enfin, une dernière question, avez-vous fait un FRPS? Alors, le taux de rendement du PER, c'est vrai qu'on a oublié de le dire, c'est le même que le taux de rendement de l'assurance vie.
Donc ça a toujours été notre politique. Alors dans le passé, on a parfois donné un tout petit peu plus parce qu'on avait plus de duration et donc plus de rendement en compta analytique, financière, qui était généré par la retraite. Bon, là maintenant, avec le PER et les sorties en capitaux, on ne peut pas dire qu'il y ait franchement plus de durée de placement, de duration du passif côté retraite que côté assurance vie. Et donc, nous avons servi la même chose. Nous avons cantonné à la fin de l'année 2022 avec une répartition vraiment équitable des actifs par classe d'actifs, par espérance de rendement, par plus-value latente, etc. Avec l'attention, malgré ce cantonnement, de pouvoir avoir des rendements équivalents dans les années qui viennent. Après ça, le cantonnement voulu par le législateur fait que le canton vivra sa vie, mais bon, pour le court terme, nous avons fait une répartition d'actifs permettant d'espérer toujours des rendements équivalents côté retraite par rapport au côté vie. Alors, nous n'avons pas fait de FRPS. Nous avions étudié le sujet il y a maintenant 3 ans de cela. Il pouvait y avoir un intérêt de court terme d'économie de fonds propres, mais qui était assez relatif par rapport à notre niveau de fonds propres. En fait, en gros, on économisait dans les circonstances de taux bas de l'époque à peu près 120 millions de fonds propres de tête. Et tout ça diminuait relativement rapidement dans notre scénario central où on faisait remonter les taux tout doucement. Et là, franchement, et on avait décidé de ne pas y aller parce que la complication du FRPS, la séparation dans une entité spécifique d'une nouvelle activité qui était en croissance, nous paraissait difficile à gérer. Alors, c'est peut-être facile à gérer pour des gros acteurs de la retraite qui ont des gros contrats collectifs. En revanche, pour nous, comme c'est une activité avec le PR qui est en très forte croissance, si nous l'avions fait, nous aurions dû faire des montées, des augmentations de capital de ce FRPS régulièrement, avec l'autorisation de la CPR régulièrement, enfin toute une usine à gaz, des comptes séparés, etc. Tout ça coûtait très cher pour finalement une économie de fonds propres et donc un facteur de compétitivité extrêmement marginal en fait. Vu 2 ans et demi après, on ne peut que se féliciter d'avoir pris cette décision parce que là, avec la remontée des taux, le FRPS n'a actuellement absolument aucun intérêt. En fait. Oui, Laurence Pochard, la GFI. Je voulais savoir, est-ce que vous allez retoucher votre allocation d'actifs et est-ce que vous subissez un effet dénominateur sur votre partie non cotée? Ah, là, on va laisser répondre les spécialistes. Tu rejoins-nous, oui. Oui, forcément. En fait, les mouvements d'allocation d'actifs, ils sont essentiellement déterminés non pas par ce qu'on a acheté ou vendu, mais plus par les évolutions en valeur de marché. Donc, on a les obligations, on vient de le voir tout à l'heure, qui ont beaucoup baissé en valeur. Et donc, le poids qu'on voit qu'augmente sur le non-coté, ce n'est pas le fait qu'on a investi beaucoup plus, c'est le fait que les valorisations n'ont pas baissé. Là où tout le reste a beaucoup baissé, c'est ce que vous retrouvez chez tous les grands fonds de pension qui sont marqués par ce phénomène. Donc oui, aujourd'hui, on monte assez fort sur la partie non cotée. On monte aussi sur l'immobilier parce que c'est les 2 classes d'actifs qui ont bien résisté dans le contexte. Et vous avez modifié quand même la loc ou pas? Non, grosso modo, on ne va pas modifier l'allocation. Je dirais que ce sont, quand bien même on fonctionne avec des bornes, ça peut nous amener à monter un peu en pourcentage de l'allocation d'actifs, mais c'est des pourcentages, enfin c'est des évolutions passives, c'est pas des choix qu'on fait. On va peut-être ralentir un peu les nouveaux investissements dans le non-coté, mais pas tant parce qu'on a des dépassements comme ça qui sont subis, mais plus parce qu'aujourd'hui, clairement, l'opportunité, elle est sur l'obligataire avec les taux qui ont beaucoup remonté et la possibilité, ce qu'expliquait Eric tout à l'heure, d'investir sur des obligations de bonne qualité de crédit avec des rendements attractifs. Quand les taux augmentent, la valorisation de l'immobilier baisse. Est-ce que c'est
vraiment le moment d'accélérer du côté de l'immobilier. On a déjà des premiers signes de retournement du marché. Alors, écoutez, pour le moment, il n'est pas prévu d'augmenter l'allocation de l'immobilier, hein. Voilà. En revanche, ce qui est prévu, c'est que ce qui en fait fait l'objet des cessions immobilières retourne à l'immobilier. Pas augmenter la poche, donc. Non, c'est pas. Enfin, ça s'inscrit un peu dans la continuité de la réponse en fait que Roger vient d'apporter. En fait. Et vous cherchez du rendement ou de la plus-value? Les deux. Les deux, non, après, dans la mesure où on privilégie là, en l'occurrence, on privilégie quand même la qualité des emplacements. Donc, du coup, on essaye d'avoir un rendement minimum. On s'inscrit dans le marché de toute façon. Et les questions qui sont liées aux plus-values, dans la mesure où on est sur des investissements qui sont sur des durations qui sont relativement longues, normalement, elles doivent venir à un moment ou à un autre, de fait. Beaucoup d'investisseurs dans l'immobilier ont choisi le secteur de la santé. Vous avez choisi aussi le secteur de la santé. Il y a eu quand même quelques mauvaises surprises dans ce secteur du point de vue financier, mais avec des conséquences sans doute sur l'immobilier porté. Oui, c'est exact. Alors aujourd'hui, en fait, la présence dans l'immobilier de santé, elle est finalement pas très importante en termes directs. En fait, aujourd'hui, notre exposition sur la santé, c'est principalement par le biais de résidences services seniors, qui sont un peu moins exposés si vous faites référence notamment aux EHPAD, si c'est peut-être ça que vous visez, ou sur le dernier fonds que l'on a, sur lequel on est investi, sur des cliniques en fait. Hein. Donc on se sent moins exposé effectivement sur ce sujet-là, ou en tous les cas au risque d'image et aux problématiques que ça peut générer derrière, sur lequel on est évidemment extrêmement attentif de fait, historiquement même. Il y a une question sur la provision pour participation aux bénéfices. Combien de taux de rendement en réserve? C'était sur un des slides tout à l'heure, on a 4,30 de taux de rendement en réserve. Donc vous pouvez voir que ça va bien nous permettre d'accompagner le rendement dans les années qui viennent. Et sur le moyen terme, on a bien l'intention quand même sur le moyen terme de battre l'inflation quand même si on ne peut pas la battre tous les ans. Quoi. Donc sur le slide, oui, on a 4,42. Voilà. 4,30 c'était l'année dernière, et donc là on passe à 4,42. 4,42, ça doit nous permettre d'asseoir ce taux de rendement sur plusieurs années. C'est ça l'objet. Vous avez vu que cette année, le non-coté avait contribué à hauteur de plus de 1 sur les 2,50. Donc c'est vraiment assez exceptionnel. Et c'est la raison pour laquelle on n'a pas souhaité piocher dans cette PPE. Mais évidemment, on le fera sans doute dans les années qui viennent, de façon à sécuriser un taux de rendement qui doit être pour nous parmi les meilleurs du marché sur le fonds euro. Alors justement, sur les questions de rendement, il y avait plusieurs demandes, notamment sur le portefeuille obligataire. 3,05 de rendement pour des obligations souscrites en 2022. Mais qu'en est-il du portefeuille total du fonds en euros? Ça, c'était la première question, peut-être pour Éric Dubos. Et puis, il y avait aussi une autre question sur la performance globale du non-coté. Quelle était la performance du non-coté en 2022? Et enfin, une dernière question pendant que vous prenez place. Quelles sont les contraintes d'unité de compte sur le fonds en euros pour souscrire le fonds en euros? Donc ça, c'est peut-être tu peux commencer par cette réponse. Par la dernière. Il n'y a aucune contrainte d'unité de compte pour souscrire le fonds en euros à la MACSF. Donc ça fait partie de notre politique vraiment de traitement égalitaire de tous nos sociétaires, de tous nos adhérents.
quel que soit le moment où ils ont souscrit. Donc on sert le même rendement sur les anciens contrats non commercialisés, sur le RES monosupport que sur le RES multisupport, et quelle que soit leur possibilité de prise de risque. En fait. Donc tout le monde a accès au même fonds en euros et tout le monde reçoit le même rendement. Très bien. Donc peut-être Eric. Je prends la question sur l'obligataire. Donc en effet, nos achats 2022, c'est un peu plus de 3. Le stock tourne au-dessus de 2,5, sachant qu'on a une part de taux variable assez importante qui est composée de taux variables, mais aussi d'indexé inflation. Donc cette année, cette partie, qui est un peu plus de 10% de notre portefeuille obligataire, a boosté les rendements et devrait normalement booster aussi les rendements de l'année prochaine, parce que l'inflation, comme j'ai dit tout à l'heure, même si elle baisse, devrait quand même être assez importante encore en 2023. Et sur le non-coté, je laisse la parole à Roger. Alors sur le non-coté, c'est pas la question la plus facile parce que c'est pas la mesure la plus simple à faire. Donc un calcul de TRI 2020, enfin un calcul de performance 2022 sur le non-coté, honnêtement, j'ai pas les chiffres. Après, si on regarde des TRI dans la durée de nos investissements sur le non-coté, je dirais qu'on va être entre, pour les moins performants, 6, 6,5 et pour les plus performants, 18% de TRI, donc de taux de rendement annuel moyen dans le non-coté. Pourquoi une telle fourchette? Parce qu'il y a des investissements qui sont beaucoup plus gros, beaucoup plus lourds et aussi beaucoup plus sûrs, sur lesquels on ne vise pas des TRI très élevés. Et puis il y a des montants d'investissement qui sont plus faibles, sur lesquels on a des ambitions bien plus élevées. Donc dans ce que j'avais mis dans la présentation, vous avez des illustrations de performances qui vont aller de chiffres du type 6,5 jusqu'à des performances très largement supérieures aux 18% que j'indiquais, mais pour des montants généralement plus faibles, parce que le niveau de risque est aussi beaucoup plus élevé. Et nous, on reste avant tout un assureur. Donc même quand on fait de l'investissement dans le non-coté, le critère numéro 1, c'est quand même d'avoir un socle de valeur très très solide et surtout de ne pas perdre d'argent. Donc on ne cherche pas à faire des miracles, mais on veut surtout pas perdre d'argent. Et les valos ont pas commencé à baisser? Alors, les valos ont-elles commencé à baisser? Officiellement, non. Après, on n'est pas idiot, on se doute bien que ça va baisser. Nous, pour ce qui concerne nos investissements, on commence à faire le tour des valorisations. On va les recevoir, on ne les a pas encore, mais je dirais que oui, il va y avoir un tassement. On se fait pas d'illusions. Pour autant, ça ne remettra pas en cause dans la durée les chiffres que je viens d'indiquer. Après, oui, on va avoir une première baisse sur les publications de Valo au 31/12/2022, c'est à peu près certain. Alors, on a une nouvelle question sur les EHPAD. Quel est l'effet sur nos investissements santé du livre sur les EHPAD privés et fuyez-vous Orpea? Alors, dans nos investissements, quand j'ai présenté les investissements dans le secteur de la santé, il y a bien un groupe d'EHPAD qu'on est très fiers d'accompagner depuis l'origine, qui est Vivaltovie. Donc Vivaltovie, c'est un groupe qui a été créé par Daniel Caille, qui est dirigé par Guillaume Raoult et qui est un groupe avec une dimension humaine extrêmement forte. Mais pour répondre de manière extrêmement concrète à la question, vous imaginez bien que le gouvernement n'est pas resté inactif, qu'il y a des brigades entières de personnes qui ont été nommées pour aller faire le tour des EHPAD en France et vérifier la situation sur le plan de la façon dont les malades sont traités. Donc on a été contrôlé dans à peu près tous nos établissements et pour l'heure, on n'a eu aucun problème chez Vivaltovie, tout simplement parce qu'on a toujours traité de manière extrêmement humaine les personnes. Et si vous regardez même de manière extrêmement simple les tarifs qu'on pratique pour de l'hébergement chez Vivaltovie, vous verrez qu'on n'est pas du tout dans la même situation qu'Orpea. Donc je ne dis pas qu'un accident ne peut pas arriver. Ça, il faut se faire aucune illusion. Malheureusement, on n'est jamais à l'abri d'un accident. Mais en revanche, cet été, j'ai passé une journée avec eux. On avait accueilli la patrouille de France pour permettre de faire une rencontre entre la patrouille de France et les personnes d'un de nos établissements. Et très franchement, je n'ai pas le sentiment qu'on soit chez Orpea quand on est chez Vivaltovie. Est-ce qu'il y a une question dans la salle? Une nouvelle question? Je ne vois pas de... Ah, pardon. Bonjour, Olivier Brunet, tous sur mes finances. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur vos engagements en termes de décarbonation de vos portefeuilles? Merci.
Oui, alors du coup, on s'est fixé effectivement une trajectoire pour arriver à la neutralité carbone d'ici 2050, ce qui est demandé par l'accord de Paris. Là, on a affiché effectivement un objectif à horizon 2025, déjà de diminution de l'empreinte carbone. On a en tête effectivement les objectifs dans les années à venir. Après, comme chaque année, on s'améliore, chaque année, on a plus de données, chaque année, il y a plus de transparence de la part des entreprises dans lesquelles on investit. C'est vrai qu'on se fixe des objectifs à court, moyen terme. Sur long terme, c'est difficile déjà de dire, de se fixer des choses, mais effectivement, c'est une attention de tous les jours avec les nouveaux prestataires désormais qu'on utilise, Carbone 4 et Sustainalytics. On a une vision au quotidien de ce que peut coûter en termes d'émissions de gaz à effet de serre chacun de nos investissements. Est-ce qu'il y a une autre question? J'en vois pas non plus en ligne. Est-ce qu'en termes de produits, de référencement du C ou autre, vous avez des projets pour 2023? Alors, en termes de produits, rien de majeur. On va certainement faire quelques petites améliorations sur notre PER, en fait, en particulier on va faire des nouvelles possibilités de sortie. Enfin, on a déjà du capital fractionné, mais on va ouvrir de nouvelles possibilités sur du capital fractionné, certainement sur plus d'années. On va aussi améliorer notre offre sur les rentes viagères garanties. Là, on rentre je dirais dans un sujet un peu pointu qui concerne assez peu d'adhérents. Autrement, non, pas de nouveaux produits retraite ou assurance vie. En termes du C, on vient de le démontrer, on vient d'en sortir une suivant l'opportunité. On continuera à augmenter notre garde d'unité de compte de manière à faire profiter de ce qu'il y a de mieux, quelle que soit la conjoncture, nos adhérents. Donc il est tout à fait vraisemblable qu'on sorte au moins une nouvelle unité de compte sur l'année 2023. Nous restons bien sûr dans la logique d'une gamme réduite et compréhensible par tous nos adhérents et facile à expliquer dans le conseil. Donc on a une bonne trentaine d'unités de compte, on montera peut-être à une quarantaine, mais notre intention n'est surtout pas d'aller vers les hypermarchés d'unités de compte qui, de notre point de vue, ne peuvent pas être maîtrisés. On ne peut pas demander à un commercial de connaître 500 unités de compte. Donc on préfère choisir les bonnes unités de compte, que nos commerciaux les connaissent bien et puissent bien conseiller nos adhérents. Ce que nous faisons aussi, c'est nous avons évolué nos profils, les UC qui composent nos profils. On ne fait pas de gestion pilotée, mais en fait on pilote quelque part nos profils. Et ça, on le regarde à peu près chaque année. Et on ne peut pas dire que chaque année, on les fait bouger. Mais on essaye d'avoir, encore une fois, dans nos profils, les meilleures opportunités de marché. Et il y a des changements qui ont eu lieu déjà? Oui, bien sûr. On les fait évoluer régulièrement. J'ai une question sur le PER, peut-être la dernière, je ne sais pas. L'âge moyen des adhérents au PER et la part d'unité de compte dans le PER. Alors, l'âge moyen des adhérents au PER est de 45 ans, en fait, ce qui est plus jeune que l'âge moyen des adhérents au Madelin pour ce qui nous concerne. Ça ne veut pas dire que le gros des versements... si l'âge moyen des pondérés des gens qui versent est plus élevé, bien sûr, il tourne plutôt autour de entre 50 et 55 ans, au moment où les gens ont le plus de moyens pour verser. La part d'unité de compte dans le PER, elle
elle n'est pas très élevée. De tête, elle est d'une trentaine de pourcents pour avoir donné le chiffre le plus précisément. Pour la raison que je viens d'évoquer, ce sont des profils à horizon. Nous sommes plus prudents dans nos profils à horizon que ce qui est obligé par la loi Pacte. Nous sécurisons plutôt que ce qui est obligé par la loi Pacte. Et donc, comme beaucoup de nos adhérents versent finalement que dans les 10 années, enfin très fortement dans les 10 années avant leur retraite, ils versent à des moments où les profils sont déjà sensiblement sécurisés. Donc on n'a pas des taux d'unité de compte sur le PER énormes comme certains concurrents. Nous privilégions la sécurité pour nos adhérents. Et il y a une question sur la fréquence d'arbitrage sur les profils, et ça sera peut-être la dernière, parce que je vois qu'on a un petit peu débordé. Alors la fréquence d'arbitrage sur les profils, pour le moment, nous n'avons changé les profils qu'une fois par an. Nous avons la possibilité, en cas de besoin, de le faire plus souvent. Pour le moment, nous le faisons une fois par an au 1er juillet. Mais en cas de besoin, on peut le faire à d'autres moments. Nos contrats nous permettent de le faire et nos processus aussi. Très bien. Peut-être une dernière question dans la salle. Renaud Bernard, pour le particulier, je voulais savoir sur les fonds, est-ce que ESG, ISR, est-ce que vous avez des fonds labellisés à quelle proportion Greenfield, SR Oui. Et également, est-ce que vous avez abouti votre questionnaire de souscription pour les épargnants sur justement les critères, enfin les préférences ESG des épargnants, qui est en principe obligatoire depuis récemment? Oui. Merci. Alors sur la partie UC labellisée, effectivement, alors on n'a pas mis les données, mais effectivement on a une part importante d'UC, enfin on a une part d'UC labellisée, ce qui était jusqu'à présent un repère effectivement pour nos épargnants. Ouais, on a pas affiché, mais on pourra vous les communiquer. Oui, on peut vous les communiquer. Et sur le devoir de conseil. Alors oui, sur le conseil par rapport à la question d'appétence finalement. En fait, déjà d'orientation assez claire de notre conseil d'administration, c'est de considérer que tous les adhérents sont appétents, mais bon, ça c'est pas une monnaie pour moi, c'est pas nécessairement une réponse totalement satisfaisante. En fait. Le sujet, c'est d'arriver à apporter un conseil équilibré entre cette appétence à RSE et notre devoir de conseil principal, qui est de proposer une bonne diversification. En fait. Donc on est un peu gêné avec ça aujourd'hui, en fait, parce que il est difficile aujourd'hui, encore difficile, de proposer une très bonne diversification totalement RSE. En fait. Donc nous sommes en train d'y travailler et nous allons mettre tout cela en place. On a une refonte de notre démarche de KYC. Donc effectivement, on ne fait pas de nouveaux produits, mais c'est un sujet important pour nous. On a une refonte de notre démarche de KYC où on va intégrer tout ça pour la fin du premier semestre. Et effectivement, pour compléter, on a quand même une gamme qui est très responsable. On a plus de 95% déjà des unités de compte qui sont labellisées minimum article 8. Donc ça veut dire qui font déjà la promotion de critères environnementaux et sociétaux. Et cette année, voilà, on passera la gamme à 100%, en adéquation aussi avec la transformation du fonds en euros qu'on va pas labelliser, mais classifier article 8. En fait, on préfère prendre quelques mois, prendre notre temps pour le faire proprement et de manière cohérente, en fait, que ce ne soit pas plaqué sur une démarche de conseil ancienne. Et donc on revoit toute notre démarche de conseil pour bien l'intégrer. Très bien. Il me reste à vous remercier tous de votre participation physiquement avec nous au Studio Victoire ou bien en ligne. Et puis, vous souhaiter une très bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci.